c'est vrai que j'avais oublié de me présenter. Je suis Louis Tremblay, je suis directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. Puis effectivement, je suis environnementaliste, mais je vous ai présenté ça de façon humoristique, mais ça a été une super belle discussion qu'on a eue quand il a eu le temps de réfléchir à comment respecter la promesse tout en faisant un pas en avant en environnement. Puis, on va vous raconter un peu qu'est-ce qu'il y en est avec ce beau projet-là. La présentation va commencer par des éléments de contexte pour vous expliquer un peu dans quel la démarche s'inscrit aussi dans un contexte au Québec et en environnement. On est dans une crise climatique, on a des obligations gouvernementales. Je vais revenir aussi un peu sur le bilan de la gestion des matières résiduelles à Lorraine depuis qu'on a implanté le bac brun en 2016. On va faire un petit retour aussi sur un sondage qui a été donné aux citoyens en 2018 où on posait des questions notamment sur le développement durable et l'environnement. Ça a conduit un peu à l'arrivée de ce projet-là. Puis enfin, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va vous expliquer c'est quoi la collecte intelligente, c'est quoi la tarification incitative, c'est comment que ça fonctionne concrètement, puis comment est-ce que ça va se traduire dans une nouvelle tarification. Donc, au terme de tout ça, je pense que vous allez avoir la tête très claire sur qu'est-ce que c'est, puis vous aurez l'occasion de poser des questions dans tous les cas. Ça vous va? Alors, c'est certain, on s'inscrit dans un contexte. Au Canada, on a des grands producteurs de déchets, mais on a des défis environnementaux sur la planète. Récemment, un rapport qui nous expliquait que bien qu'on représente 0,5% de la population mondiale, on génère 2% des déchets. Donc, on est un des pires élèves quand on ramène ça à per capita, à la quantité de déchets produits par habitant. Sinon, plus régionalement, plus localement, à peu près la moitié des matières enfouies dans la grande région de Montréal, donc les 82 villes de la communauté métropolitaine de Montréal, va à la Chine, à Terrebonne. Puis ce site d'enfouissement-là va fermer dans à peu près 10 ans. On a un rythme d'enfouissement effréné, là, compte tenu qu'on produit beaucoup de déchets. Donc, on a des gros gains à faire au niveau de nos bilans des matières résiduelles parce qu'en fait, on ne sait pas exactement c'est où qu'on va les envoyer après. Puis plus on envoie nos déchets loin, plus on cause des impacts. Donc, c'est un autre défi qu'on a. Évidemment, aussi, ouvrir des nouveaux sites d'enfouissement, ça veut dire polluer des nouvelles terres. Généralement, ça se fait dans l'argile, donc priver des nouvelles terres de l'agriculture, etc. Il y a tout un contexte aussi social où on a une préoccupation grandissante, un éveil des consciences, une inquiétude au niveau des changements climatiques, puis aussi des citoyens qui interpellent directement les municipalités. Parlant de changement climatique et émissions de gaz à effet de serre, les municipalités ont aussi un rôle à jouer, même quand même un assez grand rôle à jouer dans l'ensemble des actions qu'on peut prendre collectivement pour répondre à ce défi-là. Ça passe par l'aménagement du territoire, ça passe par la conservation d'espaces verts. La ville aussi peut adopter des pratiques exemplaires quand elle fait des événements sans déchets, etc. Il y a aussi toutes sortes de mesures en adaptation au changement climatique qu'on peut faire, mais j'attire votre attention pour nous ramener plus près du sujet d'aujourd'hui sur la petite pointe bleue foncée. En fait, cette tarte, c'est la contribution des différents secteurs de l'économie sur la production des gaz à effet de serre au Québec. Puis on remarque que les déchets, ça représente à peu près 8% du taux total des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Ça, c'est beaucoup à cause de l'enfouissement, parce que quand on enfouit des déchets, notamment les déchets organiques, fait que tout ce qui est alimentaire, résiduvaire, dans un site d'enfouissement, c'est toutes des choses qui vont se décomposer sans oxygène, parce que ça fait des gros tas où l'air ne peut pas passer. Puis de là émane du méthane, qui est un gaz à effet de serre qui a 25 fois plus de puissance que le gaz carbonique. Donc, il y a toute la gestion des déchets, en fait, quand on détourne les matières des sites d'enfouissement, on fait des gains environnementaux sur plein d'aspects, mais aussi, c'est non négligeable les gains qu'on fait au niveau des gaz à effet de serre. Autre mise en contexte, il y a aussi toutes sortes de gens impliqués en gestion des matières résiduelles, puis vient aussi plusieurs obligations ou initiatives. Donc en 2011, au Québec, on a adopté une politique québécoise de gestion des matières résiduelles. L'État québécois a décidé de jouer un rôle de leader pour qu'on améliore notre bilan, parce que vraiment, comme on l'a vu plus tôt, on est un mauvais élève, on l'était encore plus avant. Depuis ce temps-là, grâce à la politique qui est venue en fait
donner l'exemple, puis demander à toutes les municipalités du Québec, puis à toutes les institutions, on leur a demandé de faire des efforts supplémentaires avec un plan d'action et des objectifs à rencontrer. La communauté métropolitaine de Montréal aussi a un plan métropolitain de gestion des matières résiduelles qui nous impose des objectifs à atteindre et des actions à prendre. Je dis impose parce qu'effectivement, ça nous a imposé, mais en même temps, on n'est pas nécessairement en contre parce qu'on est très sensibilisé aux questions environnementales puis on veut que cet enjeu-là progresse dans le bon sens. Puis évidemment, tout ça finit par tomber un peu sur vos épaules aussi, à vous les citoyens, parce qu'au final, on fait partie des producteurs de déchets, puis on demande à tout le monde de trier. Avec les changements qu'on amène, évidemment, on vous demande encore de progresser avec nous pour améliorer notre bilan. Vous allez voir que c'est des nouveaux concepts, mais au final, vous allez sortir d'ici et vous ne trouverez pas ça si compliqué que ça. Les objectifs dont je vous parlais qu'il faut atteindre, évidemment, toutes les villes avaient l'obligation d'implanter la collecte dite de troisième voie. On parle des matières organiques, les bacs bruns, d'ici 2020 sur le territoire du Grand Montréal et 2022 au Québec. C'est pour ça qu'on voit toutes sortes de villes emboîter le pas. Nous, on l'a fait en 2016, vous vous en souvenez sans doute. Puis on était content d'être dans le peloton de tête. On était dans le premier tiers des municipalités qui le faisaient. Puis nous, ça correspondait un peu à la ville de Lorraine qui a une tradition environnementale puis qui souhaite être un peu à l'avant-plan. Ça fait partie de nos vieilles habitudes d'être innovateurs. Finalement, l'objectif fondamental de tout ça, dans notre rêve, ce serait d'éliminer une seule matière à l'enfouissement, puis c'est le résidu ultime. C'est celui dont on ne peut plus rien tirer. Aucune énergie, aucune matière première. Ça, c'est l'objectif, on va dire, idéal. Concrètement, dans le Grand Montréal, on veut atteindre un taux de recyclage de 70% pour les matières recyclables. Ça veut dire que de toutes les matières qu'on peut valoriser dans le recyclage, on veut au moins qu'il y en ait 70% de recyclés. Ça, c'est horizon 2025. Je vais vous dire qu'à Lorraine, on est déjà pas loin de l'avoir atteint. Matière organique, recycler 60% de la matière organique, incluant les boues usées. Ça vient des usines de traitement des eaux usées. Puis ça, à Lorraine, on l'a déjà atteint. Par contre, tout ça se mesure dans des moyennes régionales, puis toutes les contributions qu'on va faire supplémentaires vont se traduire par un meilleur bilan au Québec et d'autres gains que je vais vous expliquer plus tard. Ça va jusqu'ici sur le contexte dans lequel on s'inscrit, gouvernemental et tout ça. Puis comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs? Il y a toutes sortes de façons, évidemment. On fait de l'éducation, de la sensibilisation. Ça passe aussi par offrir un service de qualité. Si c'est difficile si le bac passe pas assez souvent, peut-être qu'on l'utilisera moins. Pour vous donner un exemple, on en parlait plus tôt avec monsieur ici, mais les bacs bleus qui passent aux semaines à Lorraine, dans notre cas, ça a été un choix. On a caractérisé les bacs bleus et on a trouvé qu'il y avait à peu près une maison sur 3 qui étaient des grands utilisateurs du recyclage, probablement qui consommaient beaucoup aussi. Puis on a calculé que si on mettait la collecte des bacs bleus aux 2 semaines, il y aurait probablement, ça déborderait, puis peut-être qu'il y aurait des matières qui se ramasseraient à la poubelle. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de maintenir la collecte des bacs bleus à chaque semaine. En fait, on est un peu contre la tendance là-dessus, mais il faut que vous sachiez que la collecte sélective est remboursée par le gouvernement du Québec. En offrant un plus grand service, on s'assure qu'il n'y a aucune matière recyclable qui se retrouve dans la poubelle, ce qui était notre objectif principal, puis ça ne vous coûte pas plus cher. Donc, c'était quand même un pas pire choix, pour dire ça ici. Il y a toutes sortes de mécanismes de suivi aussi qu'on peut faire. La brigade verte l'été, je ne sais pas si elle est déjà passé chez vous, mais des fois, ils ouvrent les bacs. Il ne fouille pas dedans, mais ils ouvrent, puis ils vous signalent si on remarqué une erreur de tri. Comme ça nous permet des fois d'attraper quelqu'un et de dire « Ah, salut! Saviez-vous que le styromousse ne se recycle pas, malheureusement, puis il va dans le bac gris? » Ça nous permet de continuer la sensibilisation et l'éducation au bon tri. Excuse-moi, est-ce qu'il signale quand c'est correct? En fait, je vais vous dire, au début, on le faisait. Si tu me dis ça, moi, je me dis peut-être qu'ils ont jamais passé chez nous. Peut-être qu'ils ont passé, puis c'était correct. Au début, on le faisait, puis on s'est fait dire plusieurs fois que c'était infantilisant. Fait que là, on était un peu gênés de donner un accroche-porte avec un monsieur sourire. Mais il n'y a pas de bonne réponse, parce que toute bonne nouvelle, des fois, on ne dit pas assez qu'on est bon. Fait que, pour commencer, moi, ça ne me dérange pas. Je vais dire que j'ai de l'appui. Vous avez raison.
Il y a aussi une autre mesure, c'est d'interdire de jeter les matières dans le mauvais bac. Ça, c'est demandé dans le cadre du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. Voter un règlement, ça c'est déjà voté à l'OREN. Comme quoi, la matière qui va dans le mauvais bac, ben, on peut donner une amende. Évidemment que notre objectif, là, dans toutes les transitions qu'on vit dans les dernières années, c'est pas d'en arriver à faire une gestion par gros bras. Par contre, s'il y a des gens des délinquants qui persistent malgré nos avertissements, bien, on a tous les outils législatifs pour les pénaliser. On n'a pas encore envie de rentrer trop d'être trop sévère. On procède beaucoup plus par information, sensibilisation. Ça fonctionne bien aussi. Ça s'applique aux résidentiels vraiment ou aux entreprises? Oui, ça s'applique aux résidentiels. On a l'outil réglementaire pour donner une amende si quelqu'un met toutes ses matières organiques dans le bac bleu, par exemple. Parce que ça peut avoir des impacts, je vous dis qu'on ne le fait pas, là, mais quelqu'un qui persisterait à faire ça, ça a des impacts parce que ça cause des contaminations par la suite, puis ça peut ruiner comme si on met des matières jetables dans le compost, ils n'ont pas nécessairement des infrastructures de tri, eux autres, pour gérer toutes les contaminations. Le verre cassé, c'est un gros problème dans le compost. Fait que là, on se retrouve à contaminer du compost qu'on aimerait valoriser, puis qu'après ça, nous, on redistribue aux citoyens, puis après ça, notre compost, c'est pas beau, il y a de la vide dedans. Fait que des fois, c'est un peu... on a des outils, bref, même pour le résidentiel. Mettre en place des mesures incitatives, ben, c'est là où on s'en va aussi avec la tarification incitative. Puis enfin, ben, innover, utiliser les dernières technologies pour arriver au 21e siècle et avoir des bons outils de gestion. Maintenant, au niveau du bilan, on a un bilan vraiment qui s'est amélioré depuis 2016, la collecte des bacs bruns. Je vais vous donner quelques chiffres, là, quelques grands chiffres, mais on a détourné de l'enfouissement 6200 tonnes, c'est pas rien, de matière organique depuis 2016. Ben ça, c'est l'équivalent de 1240 voitures qui ne roulent pas pendant une année en équivalent CO2. En gros, on a économisé des gaz à effet de serre un peu par le mécanisme que je vous ai expliqué tantôt. Donc, c'est pas rien. Ça, c'est vous là, qui avez accompli ça. Là. Fait que c'est des chiffres qui sont le fun. Les Lorrains enfouissent 35% moins de déchets depuis 2016. Ça, je compare à la moyenne 2010-2015, donc juste avant l'implantation. Fait que c'est des résultats qui sont... On rend des villes jalouses avec ça. Enfin, les Lorrains valorisent 50% plus de matière organique qu'avant. Évidemment, avant, on avait quand même les collectes de résidus verts, fait qu'on en compostait une partie de nos matières, mais là, ça s'est franchement amélioré. Et la nouveauté, c'est les matières alimentaires. Ce graphique-là montre un peu la même chose, donc je vais passer rapidement. Cette image-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle montre un peu le monde idéal où on souhaiterait arriver, puis notre situation actuelle. Donc, on voit en noir, ce sont les déchets. Dans une résidence moyenne au Québec, il y a seulement 6% de la matière, des déchets, de la matière résiduelle produite, qui serait destinée à l'enfouissement. C'est pas beaucoup, hein? Ça veut dire que nos bacs gris, si on était parfait, personne ne l'est, mais si on était parfait, ils seraient presque vides. Il y aurait 40% de tout ce qu'on met, qu'on génère comme matière résiduelle, qui irait au recyclage ou à l'écocentre. Donc, actuellement, là, vous voyez là où je m'en viens, là, ça c'est notre portrait en 2018, la dernière année complète de données qu'on a. Contrairement à 6%, ben, c'est 43% qu'on envoie nous, à l'enfouissement. Fait qu'on a quand même, malgré qu'on a un bilan vraiment viable, on a quand même beaucoup de gains à faire. C'est pour ça que toutes les initiatives supplémentaires qu'on peut faire pour progresser vers nos objectifs sont les bienvenues dans un sens. On a des enjeux globaux, puis on a même des incitatifs financiers à gagner en étant des bons élèves pour le tri des matières. Donc là, je refais la comparaison, on parlait de 40% en matière recyclable, c'est 23% actuellement qu'on envoie par le bac bleu, bref, en valorisation. Donc là, encore une fois, il y a une partie qu'on ne met pas. Fait qu'on a un autre bien à faire là. Puis le gros morceau, regardez ça quand même, le brun, là, les matières organiques, donc résidus verts et résidus alimentaires, c'est 54% des matières résiduelles qu'on génère dans une maison. Donc, mais là, franchement, ça va bien. On vient de commencer, puis on est à 34%. Il faut voir la moitié du verre plein, c'est excellent. Mais on a encore du chemin à faire, puis on y va avec le sourire, quand même, ça va bien.
Donc là, on a parlé des enjeux environnementaux, mais comme M. Comtois en a parlé, il y avait aussi un enjeu d'une demande citoyenne, parce que l'arrivée du bac brun, ça amène un changement. Ça n'a pas fait que des heureux, parce qu'on a aussi diminué la fréquence de collecte du bac gris à l'origine. C'est puis tombé aux 2 semaines. Fait qu'en été, c'est pas tout le monde qui était content de ce changement-là. Puis on peut comprendre. L'été, si on trie un peu mal, bien, ça fait des matières qui ont des odeurs, qui vont rester plus longtemps près de la maison. Ce sondage-là, en fait, on a eu 751 répondants, fait que c'est quand même excellent. Il faut penser qu'on n'a pas une ville, c'est pas la ville de Montréal ici, là, on est un peu moins de 10 000 habitants, donc on a quand même déjà une très bonne représentativité. Différents sujets étaient traités, mais moi, je vais évidemment juste vous montrer les réponses de 2 questions qui avaient rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc, la question 2, c'était écrit « La collecte des déchets ultimes, donc la collecte du bac gris, a lieu aux 2 semaines à l'année. À votre avis, est-ce que la fréquence est suffisante ou pas assez élevée? Cochez la réponse qui correspond à votre opinion. » Fait qu'on avait quand même une bonne partie dans le vert qui trouvait que c'était une collecte suffisante, même en été. Par contre, on a quand même une bonne partie, un 30% de la population qui aurait souhaité que ça passe plus souvent l'été. Fait que là, dans une demande citoyenne avec quand même une bonne partie de la population. C'est probablement aussi ce qui a mené, vous étiez dans vos campagnes, vous étiez à l'écoute, puis vous en avez entendu parler beaucoup. Fait que c'était une réelle préoccupation. Cette autre question-là est dans les mêmes sujets. Quelle serait, selon vous, la fréquence acceptable de collecte des déchets ultimes, donc du bac gris? Donc là, on a quand même... dans les 2 grosses tartes, dans les 2 grosses pointes de tarte, on a aux 2 semaines à l'année. Fait qu'on avait un 35% du monde. Bon, statu quo, ça c'est mon monde idéal. Puis il y en a d'autres que leur monde idéal était différent. Ici, c'est aux 2 semaines, mais 1 fois par semaine en été. Aux 3 semaines, mais 1 fois par semaine en été. Le 1 fois par semaine en été, il revient beaucoup. Puis ici, on a à chaque semaine toute l'année. Fait qu'on a quand même, quand on dit est-ce que vous vous satisfaisez de la collecte aux 2 semaines? Ben là, il y avait un 30% qui n'était pas satisfait. Mais quand on demandait quel est votre idéal pour la collecte, ben là, tout à coup, on a une grosse partie de la population qui exprimait un besoin d'une collecte plus fréquente. Ce qui nous amène à ce nouveau concept-là, qui va permettre de rencontrer autant nos objectifs environnementaux que de répondre à la demande d'une collecte plus fréquente. Donc, je vais commencer pour qu'on sache de quoi on parle par définir un peu les termes. Fait que la collecte intelligente, c'est une collecte de déchets qui utilise les technologies pour collecter des données. C'est aussi simple que ça. Fait que dans le cas présent, vous avez vu, on a installé des puces sur vos bacs. Puis ces puces-là, en fait, vont générer des données à chaque fois qu'on va faire des collectes. Je vais y revenir plus loin. Avec ces données-là, ça nous permet de faire la tarification incitative, c'est-à-dire une tarification qui est basée sur l'utilisation. En mots simples, c'est un peu l'utilisateur-payeur. Donc, la technologie nous permet finalement de faire payer, parce que là, en fait, qu'est-ce qui s'en vient, les changements, je vais vous les expliquer, mais on va offrir plus de collecte l'été, vous l'avez peut-être déjà compris. Et ceux qui vont souhaiter utiliser ce nouveau service-là plus fréquent, en fait, c'est probablement eux qui vont absorber le coût supplémentaire généré. On est vraiment dans une logique d'utilisateur-payeur. La personne qui n'était pas intéressée à payer pour un service accru en été, ben, elle n'aura pas besoin de le faire, grâce à la collecte intelligente, puis à ce qu'on a mis en place, la tarification incitative. Je vais passer ici comment on l'a écrit, parce qu'on l'explique mieux plus tard avec un tableau. Mais avant ça, la mécanique. Donc, c'est ça les transpondeurs RFID ou les puces. Le bon mot, c'est transpondeur, puis notre puce, je pense que c'est un mot qu'on comprend tous plus spontanément. Alors, c'est un autocollant d'à peu près cette grandeur-là qu'on est venu installer sous le rebord du bac gris. Donc, c'est comme un peu une carte de crédit avec le PayPass. Finalement, c'est une puce qui est passive, qui ne génère aucune onde, mais quand le lecteur passe à proximité, il détecte l'identifiant unique. Fait qu'il n'y aura jamais d'onde pour ceux qui auraient pu s'en inquiéter, qui va sortir de vos bacs. Mais si, par contre, le capteur, là, j'entends le camion, passe à proximité, eh bien là, il va détecter, c'est le bac du 47 boulevard de Chambord. Puis voilà, c'est comme ça que se construit la collecte intelligente.
Les bacs bruns, quand on les a commandés en 2015, en prévision de l'implantation en 2016, mais ça coûtait tellement pas cher, ils venaient avec l'option d'avoir une puce intégrée. Ça coûtait vraiment des peanuts, ça coûtait moins d'$1 par bac pour que ce soit déjà installé à l'intérieur. Puis c'est de plus en plus encouragé parce que tout le monde voit bien que cette technologie-là, c'est là où vers toutes les villes s'en vont. Fait à ce moment-là, on ne savait pas exactement si on allait l'utiliser. On se disait probablement, les bacs sont tellement de qualité, ça c'est un produit québécois, IPL, qui font ces bacs-là. C'est tellement des bacs de qualité qui ont des durées de vie vraiment impressionnantes. Fait que finalement, on s'est dit, on est peut-être mieux déposé pour le coût que ça représente. Et on l'a fait. Donc là, finalement, ça va servir aussi. Les bacs gris n'avaient pas de puce intégrée parce que c'est une commande, on les a commandé ça il y a beaucoup plus longtemps, donc c'est pour ça que c'est installé par autocollant. L'autocollant, si jamais vous êtes curieux, il est installé, si vous faites face à votre bac, il est installé sous le rebord droit. C'est là qu'il est. Si jamais, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, il y a un taux de réussite très très bon là, pour ces autocollants-là, c'est hyper adhésif, mais c'est arrivé pendant l'implantation qu'il y en ait qui soient mal collés. Si vous voyez un problème, on va probablement soit s'en rendre compte pendant la collecte intelligente, ou vous pouvez aussi nous le signaler puis on va corriger ça tout de suite. Les étiquettes d'adresse, on les a implantées parce que c'est comme important à partir de maintenant de ne plus mélanger les bacs. Ça arrivait, mettons qu'il y avait un contrat de construction, de resurfaçage d'une rue, puis là, les contracteurs, pour assurer la collecte, ils tassaient tous les bacs pour que les camions soient capables de les prendre. Puis après ça, les gens récupéraient des bacs tout mélangés. Fait que là, comme tout le monde, tous les citoyens n'avaient pas identifié leur bac dans leur propre initiative, on a décidé de mettre des étiquettes pour s'assurer qu'il n'y ait plus de mélange de bac. Si un jour votre étiquette commence à s'endommager, je vous encourage à l'écrire à la main, parce que votre bac-là est associé à votre adresse. On a une base de données. Votre bac a un numéro de série, il est associé à votre adresse, puis la puce RFID est aussi associée à votre adresse. Ce qui fait que quand le camion passe et qu'il fait la levée, là, c'est comme si vous passiez pour votre carte de crédit, mais que ça enregistre le 47 Chambord a fait une levée. En fait, c'est ça que ça enregistre, c'est le nombre de levées. Ça, c'est intéressant d'enregistrer le poids et tout ça, mais malheureusement, les technologies ne sont pas encore là, d'avoir une pesée précise sur le bras robotisé qui vient faire la levée des bacs. Fait que pour l'instant, ce qui était le plus fiable, en fait, c'est enregistrer le nombre de levées. Évidemment, on l'avait déjà la puce sur le bac brun, mais le bac brun, je vous l'expliquerai, n'interviendra pas dans la tarification incitative. On prend ces données-là juste pour des fins statistiques. Ça nous aide, nous, à faire une meilleure gestion du contrat et à connaître l'utilisation que les gens font du bac brun. Je vais y revenir. Le bac gris, par contre, c'est assez crucial parce que là, votre tarification future va être basée sur votre utilisation du bac gris. Donc, je vais commencer par vous expliquer les changements au calendrier. Donc là, vous le savez, le bac gris, le bac à déchets, ça s'était collecté aux 2 semaines. Donc là, pour répondre à la demande telle qu'on l'a expliqué, il passe aux 2 semaines, mais de mai à septembre, inclusivement, la collecte du bac gris va être disponible à chaque semaine. Donc là, on a une augmentation de service. Je vais y revenir, mais il faut savoir que maintenant, le nombre de levées va compter dans votre tarification. Fait que, comptez le nombre de fois que vous avez besoin de le mettre. Je vais y revenir. Le bac brun, il n'y a pas de changement. Il y en a un, en fait. On continue aux semaines, mais l'hiver, on n'en a pas d'inconvénient dû à l'odeur. Donc, on a espacé la collecte du bac brun aux 2 semaines. Puis ça, c'est dans un but de ne pas dépenser de l'argent de contrat pour rien. C'est d'économiser sur nos coûts de contrat, donc sur vos taxes, sur la tarification. Donc, c'est aux semaines, sauf de décembre à avril, la saison froide, on passe aux 2 semaines. Le bac bleu, on en a parlé un peu tantôt, on ne fait aucun changement. Pour l'instant, on juge qu'il y a encore un 30% de grands utilisateurs, puis on ne souhaiterait pas que ces matières-là se retrouvent à la poubelle. Donc, on le maintient pour l'instant, puis comme je vous dis, c'est subventionné. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, mais subventionné par qui? Subventionné par les producteurs d'emballage. Donc, c'est l'industrie productrice d'emballage, les producteurs d'imprimés, les producteurs de boîtes, etc., qui payent une pénalité sur les emballages qu'ils génèrent. Comme quoi, il y a de l'innovation au Québec, c'est super intelligent comme système. Puis c'est eux qui cotisent dans un fonds qui est redistribué aux municipalités pour rembourser la collecte sélective. C'est pas beau un peu, ça?
Ça a aussi un deuxième effet, c'est que c'est un incitatif à l'éco-conception. Les entreprises qui payent ces pénalités-là pour générer de l'emballage, mais finalement, elles ont un incitatif à réduire les déchets qu'ils génèrent. Puis ben, ça fait qu'il y a beaucoup plus d'éco-conception au Québec. C'est pour ça qu'on voit les bouteilles d'eau que je n'aime pas, personnellement, mais vous avez remarqué qu'au fil des années, il y a de moins en moins de plastique dedans. Ben, c'est directement lié à ces initiatives-là. C'est de l'éco-conception pour limiter la quantité de plastique dans un emballage. C'est pour vous donner un exemple. Donc, là, je vais vous expliquer les changements au calendrier. Donc, plus de collecte en été pour les bacs gris, moins de collecte en hiver pour les bacs bruns. Le calendrier, de toute façon, qui vient tout juste de vous être distribué, montre tout ça, donc ça va être facile de vous y retrouver. 2020, c'est une année de transition, parce qu'on va commencer à collecter les données, à compter le nombre de levées à partir du 1er janvier. Mais en 2020, on n'a pas encore de données pour ajuster la tarification, fait qu'on reste en tarification fixe. Donc, depuis des années, sur votre compte de taxe, il y a une ligne qui est matière résiduelle, puis c'est 225 $. Ça comprenait tous les services reliés aux matières résiduelles. On aurait peut-être dû l'augmenter récemment, parce qu'en fait, nos coûts augmentaient à chaque année, puis une tarification, la tarification, mais en fait, on se doit de charger à nos citoyens ce que ça nous coûte. Ou en tout cas, on ne peut pas charger aux citoyens plus que ce que ça nous coûte. Donc là, en 2020, la tarification fixe, elle va être à 240, parce qu'en fait, nos coûts de contrôle au fil des années ont augmenté légèrement. Donc ça reflète cette augmentation-là. Mais c'est une année de transition, parce que la tarification incitative, on y arrive en 2021. Fait qu'il ne faut pas trop se mélanger. 2020, année de transition, on collecte les données, tarification fixe à 240 par unité unifamiliale. Les condos, je ne sais pas s'il y a des résidents de condos parmi nous. Parce qu'il y a une tarification différente, parce qu'ils n'utilisent pas le service de collecte de déchets. Bref, ils ont un taux ajusté à leur utilisation du service, donc je ne vais peut-être pas en parler étant donné qu'il n'y a personne qui est concerné aujourd'hui. 2021, c'est là où on arrive dans le vif du sujet de la tarification incitative, donc celle qui est basée sur votre utilisation du bac gris, des déchets. Donc, le taux de base, il va en avoir un encore, mais il va baisser à 190 par année. Donc, ça inclut tous les services de matière résiduelle, le bac bleu, le bac brun, l'éco-centre, les collectes de branches, etc. Vraiment tout ce qui a rapport à vos services de matière résiduelle. Puis ça inclut aussi 12 collectes du bac gris. Fait que là, tout le monde part égal 190 par année, incluant 12 collectes du bac gris. Ensuite, il va y avoir une tarification variable qui est basée sur le nombre de levées que vous ferez. Fait que là, c'est ça la formule. En 2021 seulement, on a la tarification de base, c'est ça que je viens de vous expliquer, de 190, et la tarification variable. Donc, au-delà des 12 collectes du bac gris, chaque fois que vous allez sortir votre bac gris, il va y avoir un frais qui va vous être chargé. La somme totale de ces frais variables va donner la tarification incitative. C'est certain que ça l'a, oui. Excuse-moi, c'est 2021, mais basé sur 2020. Oui, excellent, exactement. J'aurais dû le répéter comme ça. Fait que ça commence en 2021, basé sur l'année qui précède 2020. Ça va être, à moins d'un changement, mais comment on s'aligne, c'est que ce soit comme ça après ça pour l'avenir. Donc, tarification 2022, ça va être une tarification incitative basée sur les données de 2021, ainsi de suite. Là, on va être parti. Il n'y aura plus d'année de transition mêlante. On va être là-dedans. Puis vous allez être là-dessus aussi. C'est sûr que vous allez voir le calcul, mais il y a des gens qui se sont inquiétés. Est-ce que c'est une augmentation déguisée? Est-ce que ça va nous coûter plus cher, etc.? On a calculé ça de la manière suivante. Si vous gardez votre habitude de sortir votre bac gris aux 2 semaines, ben vous ne verrez pas une différence. Vous allez être dans les mêmes ordres de grandeur. Si par contre vous sortez votre bac gris moins souvent qu'aux 2 semaines, vous allez faire des économies. Puis si vous utilisez le service supplémentaire qui est donné en été avec des collectes supplémentaires en été, donc si vous dépassez 26 collectes, bien là vous allez payer plus cher. Donc c'est ça le principe simple. Fait que si vous ne changez pas vos habitudes là, à la base, il n'y aura pas d'injustice, puis vous ne serez pas surpris quand vous lirez votre compte de taxes. Fait que c'est déjà. Si je fais 10 collectes, ça veut dire que ça coûte 180. Oui. 190. J'avais mal entendu. Ah, ok. C'est minimum 12. Oui, exactement. Oui, c'est un prix plancher, là, 190. J'avais compris 190.
Donc ça, c'est un tableau qui résume combien ça peut vous coûter selon votre utilisation. Fait que là, on retrouve la tarification de base, qui est la même pour tout le monde. Puis ça, c'est le coût par levée. Puis vous allez remarquer, c'est progressif. Fait que de 1 à 12 levées, il n'y a aucun frais supplémentaire, comme on l'a expliqué. De 13 à 17 levées, c'est 3 $ la levée. Fait que quelqu'un qui ferait 17 levées se ramasserait avec une tarification matière résiduelle de 205 $. 17 levées sur une possibilité de 36, parce que ça va être ça en 2020, le calendrier va comprendre 36 levées. Fait qu'on voit ici toutes les possibilités pour une maisonnée. Ensuite, ça passe de 18 à 21 levées, c'est 4 $ la levée. De 22 à 24, c'est 5. Ça, c'est pas des grosses différences, mais on voit ici qu'il y a une différence majeure quand on arrive à la 27e levée. Fait qu'à la 27e levée, fait que là, quand on dépasse la fréquence de l'ancien service, si vous changez vos habitudes et vous utilisez le nouveau service, ça va coûter 15 $ la levée. Puis donc, ce que ça donne pour quelqu'un qui entre dans cette catégorie, ça va être une tarification matière résiduelle qui va varier soit de 263 si tu utilises 27 levées, à un maximum de 398, disons 400 pour se faire un chiffron à l'oral, pour avoir utilisé les 36 levées disponibles dans l'année. Donc, on est vraiment dans une logique d'utilisateur-payeur, puis ça permet que le surcoût associé au nouveau service est absorbé par les gens qui le désiraient vraiment. Ceux qui ne le désiraient pas n'auront pas à payer pour ça, mais il y a d'autres avantages. Ça fait des changements de comportement, que la tarification soit changée à l'utilisation. Des fois, que ce soit 1 $ de différence, c'est comme si ça nous faisait réfléchir. Et ça se traduit dans des bilans de matière résiduelle vraiment, vraiment avantageux. Il y a 2 villes au Québec. Encore une fois, on avait envie d'être dans le peloton de tête. Fait qu'on s'est dit, on va être la 3e au Québec à embarquer dans une tarification incitative. Moi, personnellement, j'en tire un certain orgueil. J'espère que vous aussi, au terme de l'essai, vous allez être fiers d'être là-dedans. Parce que les gens de Beaconsfield, on en entend beaucoup parler dans les nouvelles. C'est une ville qui est la première à avoir utilisé la technologie des transpondeurs RFID et de la collecte intelligente pour faire une révolution dans sa gestion des matières résiduelles puis de payer à l'utilisation pour les déchets. Un peu comme on vient de vous l'expliquer pour L'Oréal. Mais regardez la différence du bilan. Quand ils ont embarqué en tarification incitative, moins 49% de déchets enfouis. C'est un sacré bilan. Ça, eux autres sont en tête de peloton là, actuellement. On aimerait ça les dépasser. Le canton de Poteau, c'est une petite municipalité rurale dans les cantons de l'Est. Puis eux aussi ont implanté une autre forme différente, mais de tarification incitative où finalement on paye à l'utilisation pour les déchets. Puis eux autres, ils ont vu une différence de moins 42% dans les déchets acheminés à l'enfouissement, puis une augmentation des matières recyclables. Puis là, on ne parle pas de 13% de contamination, on parle de la contamination supplémentaire, elle est anecdotique. Donc, c'est des super bilans. En fait, ce qu'on observe dans le monde, parce que la tarification incitative et la collecte intelligente est de plus en plus utilisée, puis beaucoup plus ailleurs dans le monde, parce qu'au Canada, les coûts d'enfouissement ne sont pas très élevés. Ce qui fait qu'on est peut-être un peu en retard, ce qui explique un peu qu'on est en retard quand c'est pas cher. C'est un peu sur la consommation de l'eau, c'est le même principe. Au Québec, on en a beaucoup, ça coûte pas cher. Ou l'électricité, en général, on est des grands consommateurs d'électricité et d'eau. Donc, c'est la même chose qui se passe en matière résiduelle. Donc, qu'est-ce que ça fait aussi? Ça fait que dans les autres avantages de la collecte intelligente, ça risque de nous faire baisser les coûts de contrat pour la collecte de déchets. En fait, assurément, parce qu'on risque d'avoir un changement de comportement. Puis comme M. Comtois l'a expliqué, il y a toutes sortes d'incitatifs fiscaux pour les municipalités qui se basent sur leur performance. Fait que nous, actuellement, on est dans les meilleurs dans toute Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, parce qu'on a implanté le bac brun en 2016, puis il y a eu une très bonne réponse de la population. On a baissé de 35% notre enfouissement de déchets, mais on nous a récompensé avec des subventions. Donc ça va se poursuivre, parce qu'on risque de continuer d'améliorer notre bilan. Autre chose, c'est une meilleure manière de gérer les contrats de collecte, parce que là, votre bac gris, à moins qu'il pue, là, vous n'allez pas le sortir pour rien, parce que vous allez vous dire, je n'ai pas envie de payer le 3$, je suis rendu. Ça fait qu'on améliore le taux de présentation. Ça, un camion de collecte qui passe dans la ville, si tout le monde sort son bac pour rien, il va freiner très souvent
Il va activer son bras robotisé hydraulique qui consomme de l'énergie et du gaz très souvent. Il va réaccélérer très souvent avec tout le poids qui traîne. C'est des gaz à effet de serre, c'est de l'usure de véhicule et c'est du temps de contrat. Fait qu'en gros, quand on amène une tarification incitative, les gens se mettent à sortir le bac gris quand ils en ont besoin. D'ailleurs, ce serait une très bonne habitude à prendre pour n'importe quel bac par souci environnemental. Mais ça améliore, ça réduit le taux de présentation, ce qui fait que dans nos futurs appels d'offres, on arrive avec une donnée en disant à Lorraine, notre taux de présentation, il n'est plus de 85% quand vous passez dans la rue, il est rendu à moins de 50%. Ah! Tout à coup, ça devient moins risqué. L'entrepreneur, il nous offre un prix moins élevé parce qu'il sait qu'il va passer moins de temps, moins d'usure, moins de carburant dans nos rues. Ça va loin quand même, hein, les avantages d'une collecte intelligente. Évidemment, baisse des coûts d'enfouissement, meilleure subvention, j'en ai parlé, puis meilleure gestion de contrat. Des fois, on se fait appeler, le camion n'est pas passé chez nous. Là, maintenant, moi, j'ouvre une fenêtre Internet, puis je peux voir où est-ce qu'ils ont fait des levées, puis où est-ce qu'ils ont oublié des levées. Autre chose, gestion des plaintes. Si par exemple quelqu'un on nous rapporte qu'une résidence met tout, je sais pas moi, son gazon dans le bac bleu parce qu'il n'a pas envie de payer pour pas son gazon, en tout cas, il met beaucoup de déchets dans ses autres bacs parce qu'il n'a pas envie de payer pour ses bacs gris, on le remarque. Le camion de collecte, quand il fait la levée, il est en mesure de prendre une photo. Il y a une caméra. Fait que ça, évidemment, ils ne font pas systématiquement, ça prendrait beaucoup trop de données, mais le chauffeur, sur son écran, il voit. Fait que là, s'il y a une anomalie, s'il y a quelque chose de pas possible dans le bac, il prend une photo, lui, ça ne prend pas de temps, puis il continue. Puis nous, quand on ouvre le rapport de collecte, on peut voir toutes les anomalies. Fait que quelqu'un qui serait vraiment délinquant, puis mal intentionné, dans le seul but d'économiser, mais qui contamine les matières des autres bacs, avec ça, on a une preuve, on serait en mesure, si on le désirait, là, de sévir, ou à tout le moins d'aller la viser, parce que c'est ça plus notre approche actuellement. Donc c'est vraiment un outil de gestion impressionnant. Pour le citoyen, la tarification, comme je vous le disais, là, vous avez une ligne très claire, plusieurs lignes dans votre compte de taxes qui vous dit exactement combien ça coûte. Là, ça va être la même chose. Vous allez avoir une très bonne transparence parce que le tarif est vraiment le principe d'une tarification, c'est calculé en fonction du coût réel du service. Donc ça, c'est toujours un avantage que vous avez. Mais en plus, c'est que vous avez le pouvoir d'économiser, vous avez le pouvoir sur le montant qui va vous être chargé. Ça va être vous qui allez choisir si vous voulez payer davantage ou moins en fonction de vos habitudes de tri. Fait que vous avez un meilleur contrôle sur votre facture. Comme on le disait, il y aura une influence positive sur les habitudes de tri. Puis, vous aussi, vous y gagnez si on a une meilleure gestion de contrat à la Ville de Lorraine, en baissant les coûts de contrat à long terme, puis aussi en ayant une meilleure gestion des plaintes. Donc, quand même, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est une image, vous le reconnaissez, c'est probablement votre lecture préférée à chaque année. C'est votre compte de taxes. Je voulais attirer votre attention. Évidemment, on est en train de développer le visuel, donc je ne peux pas vous montrer. De toute façon, c'est pas Vous vous souvenez, pour la tarification d'eau, c'est un peu le même principe. Hein, vous payez en fonction de votre utilisation, du volume utilisé par année. En fait, ça va être un peu le même principe. En fait, la tarification incitative des déchets, c'est une tarification qui est en fonction de votre consommation. Donc, ça devrait être dans le même secteur, le même style de présentation que la tarification pour les compteurs d'eau. Bien, vous la retrouverez dans le détail, le nombre de levées que vous aurez payé à 3 $, le nombre de levées que vous aurez payé à 4 $, ainsi de suite. Fait que ça va être transparent. De toute façon, la loi nous oblige d'être 100% transparent là-dessus. Fait que vous allez avoir même votre propre petit rapport d'utilisation du bac gris. Puis, pour terminer la présentation avant la période de questions, j'en ai eu quand même déjà pas mal des discussions ou des questions avec des citoyens qui ont téléphoné au fil de nos différentes publications. J'ai relevé comme parmi les principales questions ou préoccupations qui reviennent. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une défaillance de la puce à RFID? Si elle tombe, si quelqu'un décide de l'arracher parce qu'il a envie de se rebeller contre le Big Brother, en fait, c'est assez simple parce que nous, lors de la collecte, quand un bac n'a pas de puce, en fait, on le détecte tout de suite.
La levée, par contre, est géopositionnée par GPS. Puis c'est assez précis, fait qu'on voit très bien un bac avec une puce levée, un bac avec une puce levée, un bac pas de puce. Fait qu'on peut réagir dans la semaine puis aller poser une nouvelle puce. Faut pas oublier que les bacs appartiennent à la ville, donc les vandaliser, arracher les puces dessus, c'est évidemment que c'est interdit. Mais bref, c'est très facile pour nous de localiser les problèmes puis de réagir dans la semaine. Parce qu'on s'entend que c'est important, c'est quand même une tarification qu'on va compter avec ça, qu'on va calculer avec ça. Donc voilà pour les défaillances. Sinon, c'est un système qui est vraiment fiable et qui a montré ses preuves, même dans le cas de puces posées par autocollant, comme ça a été le cas pour les bacs. Ah oui, il y a une certaine, je ne sais pas si des gens parmi vous sont concernés, mais quand on a implanté le bac brun, on a proposé aux résidences jumelées, aux résidences en rangée, puis aussi aux gens à mobilité réduite ou de 70 ans ou plus. Si vous désirez, on peut réduire votre bac gris de 360 litres à un 240 litres. On a proposé ça aux gens quand on a amené un troisième bac. D'abord, les petites résidences avaient très peu d'espace pour avoir 3 bacs. C'était même une des grandes préoccupations de l'implantation d'un nouveau bac brun, d'un troisième bac. Donc, on a proposé à certaines catégories de résidences ou de personnes de remplacer leur gros bac gris par un plus petit. Ces personnes-là, il y en a beaucoup qui étaient préoccupées parce que là, ils avaient l'impression d'être peut-être désavantagés dans le nouveau mode de collecte. Fait que si vous êtes concerné par ça, sachez qu'on peut vous échanger votre bac de 240 litres gris par un bac de 360 litres gris. Donc, on peut revenir à l'ancien volume sans problème. On le fait, vous nous appelez, on vous l'échange, c'est réglé. Cela dit, 240 litres, c'est certain que vous avez devant vous un environnementaliste qui trie très très bien ses déchets, mais moi, 240 litres, je ne sais pas quoi faire de cet espace-là, même avec 2 enfants. Le prix est réduit. Non, mais Beaconsfield, ça existe comme modèle. Ouais. Mais le prix n'est pas réduit dans notre cas. Il faut dire que ça aurait demandé, si on avait voulu donner le choix à tout le monde de faire un choix de grandeur de poubelle, ça aurait impliqué de faire un achat assez coûteux de bacs, alors que notre flotte de bacs gris est encore en bon état malgré ses années de service. Enfin, une autre chose qui revient souvent, c'est la crainte qu'il y ait un détournement des matières ou des dépôts sauvages dans les boisés. C'est une préoccupation, c'est une crainte. On s'est posé la question. Moi, j'ai posé la question à mes homologues à Beaconsfield puis au canton de Potton, les 2 municipalités dont je vous parlais qui l'ont implanté, la collecte, la tarification incitative. Puis ils me disent des gens mal intentionnés ou qui mettent des déchets partout, il y en avait avant, puis il y en a encore aujourd'hui. Puis ils me disent que dans leur cas, c'est marginal. Puis je suis même allé lire, à la base, moi j'ai une formation scientifique, là, je vais toujours fouiller dans les publications scientifiques. Il y a des études sur tout, fait que je vais fouiller. Puis c'est vraiment c'est un phénomène qui est assez marginal quand on implante une collecte intelligente. Ça se peut qu'un individu se mette à faire ça, mais ça va être un individu, on va être capable de l'identifier éventuellement, et sur l'ensemble de la population, on s'en rend même pas compte, puis les bénéfices, ils demeurent là. Fait que c'est une préoccupation qu'on a, mais ce ne sera pas un réel problème. Enfin, il y a la question suivante, est-ce que c'est un désavantage pour les grandes familles? Parce que là, évidemment, tout le monde a un bac de 360 litres, puis il n'y a pas de mesure spéciale qui est prise à savoir si vous êtes 5 dans votre logis ou si vous êtes juste 2. En même temps, le système que toutes les villes utilisent, qu'on utilisait jusqu'à maintenant, une tarification fixe, c'était en soi une forme d'injustice dans le sens qu'il n'y avait pas de mesure spéciale qui tenait compte du nombre de personnes dans le logis. Fait qu'on pense qu'avec quelqu'un qui garde ses habitudes va garder une tarification comparable. On ne pense pas que les grandes familles vont être nécessairement désavantagées. Dans tous les cas, c'est vrai qu'avoir une grande famille à plein de niveaux, ça coûte plus cher d'épicerie, c'est vrai que ça coûte plus cher quand on va au camping, etc. Donc, mais quand on regarde le tableau, bien en fait, à moins qu'on rentre dans les 15 $, il n'y aura pas une grosse différence de tarification. Mais là, quoi de mieux pour parler de tout ça que notre élu municipal, M. Proulx, qui a 5 enfants, puis qui a fait le virage. Ça vous tente-tu de parler juste un peu de... J'ai plus un 20 choix. Je vais faire mon possible. Je vais prendre un peu d'eau. Petit problème de voix. Mais est-ce que vous y arrivez avec 5 enfants,
Tout à fait. Et les blondes, et... ouais. Ben, merci, premièrement, de me céder la parole. Voulez-vous le micro? Non. Je pense qu'on va m'entendre quand même. Et je dis merci aussi à M. Tremblay, parce que quand je vais parler pour moi, je parlerai pas au nom du conseil, mais pour moi personnellement, en matière de recyclage, on était assez assidus, ça allait bien, on remplit notre bac facilement. En matière de bac gris, on compostait pas beaucoup. Donc, on avait des problèmes de verre, on en a parlé un petit peu tantôt. Puis, il a parfait mon éducation en matière de compostage, puis la réponse est oui, c'est possible. Moi, de la façon que je vois ça avec les 5 enfants, le pire des scénarios, c'est qu'on va demeurer aux 2 semaines, puis même présentement, si on ne fait pas de grand ménage cabanon de la cour ou ça, notre bac gris n'est même pas plein après 2 semaines, et on est 5. Mais on composte beaucoup. Ça demande de la rigueur avec les enfants et de la discipline. Évidemment, ça bouge beaucoup. Les ados, les jeunes enfants, c'est vite fait. C'est plus vite jeter directement dans la poubelle que de sur le comptoir où on a notre petit bac, notre petit sac. Vous les surveiller quand même, nos jeunes. Exact. Mais ça prend une couple de mois, mais je vous dis maintenant, on n'a même plus besoin de le demander. Autant notre enfant de 9 ans, le 3, on ne le fait pas lui, mais le 9 ans, il va, puis c'est dans le compost. Mais ça veut dire que vous avez eu en plus probablement des couches dans tout ça à gérer, là. Oui. Par contre, on a fait le choix par dédain de ne pas aller dans les couches lavables. Fait que dans notre bac gris, dans le fond, tout ce qui. Une odeur qu'il peut avoir, ça serait de là. Et on a trouvé le moyen avec des petits sacs pour les animaux. On met nos couches là-dedans pour couper l'odeur. Mais c'est la seule chose. Il y a 0 bouffe dans notre bac gris. Je me souviens pas cet été d'avoir vu des verres, on en parlait tantôt. Cet été, j'en ai pas vu dans mon bac. Fait que je suis extrêmement content du résultat. Dans le bac brun, ouais. Pardon? Ouais. Les verres dans le bac brun. Oui. Mais avant, il était dans le bac gris parce qu'on jetait beaucoup de nourriture dans le bac gris, c'est ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais oui, effectivement, mais là, il y a toujours moyen pour le bac brun de limiter les verres si on congèle en période estivale, si on congèle, et puis après ça, on met à la dernière minute dans le bac brun. Dans le fond, mon message, puis je suis content qu'on me donne la parole, c'est si vous connaissez des gens qui ont des familles de 2, 3, 4 ou 5 comme nous, c'est possible d'y arriver. C'est possible d'y arriver, puis ça ne coûtera pas plus cher, c'est pas vrai. Ou à peine 2-3 $, si on reste à 2 ou 2 semaines, 2, 3, 4 $ peut-être. Ouais. Ben, bravo quand même, parce que chapeau. C'est un bel accomplissement. Oui, bien merci. Puis en plus, ça me donne des arguments. Oui. Merci beaucoup. Avoir 5 enfants. Là, j'ai les jambes molles. 6. On est un petit enfant depuis vendredi, oui. Donc, on va prendre, si vous voulez bien, une petite pause avant la période de questions. Genre un petit 5 minutes, là, si vous voulez vous dégourdir les jambes ou vous prendre un café. Mais ce ne sera pas bien long. On va vous revenir pour la période de questions.